Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre journal du 26 novembre. Un point sur votre météo de demain. Pour commencer, les températures seront stationnaires. La minimale sera de 3 degrés, la maximale de 8 degrés. Le ciel, lui, devrait être majoritairement couvert sur nos deux départements. Bilan météo complet à suivre dans quelques minutes. À la une, aujourd'hui, le TVB a disputé hier soir à domicile son premier match de Coupe de France. Nos Tourangeaux ont battu Tourcoing, tenant du titre 3-7-0. Voilà donc le tour volleyball qualifié pour les quarts de finale qui auront lieu le 16 décembre prochain. Nous parlerons également emploi. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap s'élève à 12% contre 7% pour l'ensemble des actifs. Une situation qui tente à s'améliorer mais qui reste source de préoccupation. Nous irons à la découverte de Cap Emploi qui propose aux employeurs de se mettre dans la peau de travailleurs handicapés dans un but de sensibilisation. Et puis, nous visiterons un atelier de réparation d'électroménager. Pour des raisons économiques, près de 7 Français sur 10 auraient recours à l'achat d'occasion ou de reconditionner plutôt que de neuf. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre des réparateurs d'Envie Touraine. Notre premier invité du journal sera lui Basile Ribou, vice-président de l'Union Foot de Touraine. Il nous parlera de la réception de Troyes dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France de football. Et puis dans notre séquence On vous répond, l'avocat au barreau de Tours, Marc Morin, répondra à cette question: vices cachés automobiles. Que faire? Ça sera dans quelques minutes. Mais d'abord, ce procès à Tours, un jeune homme âgé de 20 ans comparaît depuis ce matin devant la cour d'assises des mineurs. Il est accusé d'avoir, en 2021, à 16 ans, tué son beau-père. Après plus d'un an d'enquête, il avait avoué les faits et après avoir tenté de maquiller la scène en suicide. Son procès devrait durer jusqu'à vendredi. On ouvre à présent une page de sport dans ce journal avec le Tour Volleyball. Entrée hier en Coupe de France, l'équipe a battu Tourcoing, tenant du titre 3-7-0. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale qui auront lieu le 16 décembre prochain. Compte rendu du match avec Faustine Luneau. C'est une victoire bien plus large que la finale de la Supercoupe il y a 2 semaines. Même si les Tourangeaux affrontaient le même adversaire hier soir, Tourcoing, cette fois-ci les nordistes, n'ont pas réussi à les faire douter. Match remporté en 3-7 par le TVB avec Leandro Nascimento désigné meilleur joueur de la rencontre. Je me sens bien après une victoire comme ça, parce qu'on a beaucoup de matchs à jouer, la fatigue est évidente, mais on a concentré aujourd'hui pour une bonne victoire. On a fait, je pense, un match référence. Franchement, je pense que c'est notre meilleur match depuis le début de l'année. On a été concentrés tout du long, bonne qualité dans tous les secteurs de jeu, donc juste trop content. Car les Tourangeaux se sont illustrés dès le début de la rencontre avec un break creusé d'entrée, notamment grâce à Landry Cavogo, très en forme au service et en attaque. Si Tourcoing s'est ressaisi, parvenant presque à combler l'écart, il aura suffi d'un temps mort du coach Juricic pour relancer la machine. Premier set remporté par le TVB 25-20. Je pense qu'on était beaucoup plus disciplinés et on a beaucoup travaillé ça durant la semaine. Et le coach il nous parlait beaucoup de concentration et de mettre beaucoup d'énergie positive. Et c'est ça qui nous a beaucoup motivés à bien jouer. Le deuxième set est plus serré. Les nordistes réussissent à maintenir un point d'avance durant une bonne partie de la manche jusqu'à l'entrée sur le terrain côté TVB d'Alexandre Strello. C'est lui qui marque le point gagnant du set, 25-22. On commence à avoir des automatismes, donc logiquement ça déroule plus facilement. Et là où on a pu faire plus de fautes peut-être contre eux la première fois, on l'a moins fait ce soir. Car oubliez le scénario à suspense du duel entre les deux équipes d'il y a 2 semaines. Le TVB efficace profite des services et attaques ratées des Tourquenois dans le 3e set. La manche est remportée 25-20 par les Tourangeaux, qualifiés donc pour les quarts de finale de la Coupe de France prévue le 16 décembre. Et on poursuit avec du sport, puisqu'il est temps d'accueillir notre premier invité de ce journal. Il est le vice-président de l'Union Foot de Touraine, chargé du pôle élite. Et il nous parle ce soir du futur match à la Vallée du Cher qui opposera son équipe à l'Estac de Troyes dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France de football. Bonsoir Basile Ribou. Bonsoir, merci de m'accueillir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Un mot de sport, évidemment. Pour commencer, Troyes, leader de Ligue 2, c'est prenable selon vous ? Écoutez, on va essayer de faire démentir les pronostics, comme on dit. Il y a évidemment un match très important ce week-end. Le leader de Ligue 2, comme vous l'avez dit, c'est un gros client, un club qui nous inspire. Mais bon, sur 90 minutes ou plus, on va essayer de réaliser l'exploit.
Et au-delà de l'espérance de cet exploit, quels sont les enjeux sportifs? C'est de donner le meilleur, quoi qu'il en soit? C'est évidemment de donner le meilleur, encore une fois. Hein, c'est une compétition où tout est possible, comme tout le monde le sait, la fameuse magie de la Coupe. Donc on espère pouvoir dépasser nos espérances et puis se qualifier. Alors c'est la première fois que vous organisez un si gros événement, si je puis dire. Évidemment, la jauge est fixée à 11 000 spectateurs. Est-ce que vous pensez que l'UFT va attirer les foules? Est-ce que ça commence à prendre? Écoutez, oui, on a un réel engouement derrière ce match, derrière le projet. Je pense que c'est surtout une récompense pour l'ensemble du club, que ce soit les bénévoles, les salariés, les licenciés, toutes les familles qui nous suivent. Et puis voilà, l'idée, c'est encore une fois d'essayer d'amener un maximum de monde dans ce stade mythique et de pouvoir écrire notre propre histoire et de s'inspirer de ce qui a été fait les saisons précédentes. Retrouver de la vie dans ce stade de la Vallée du Cher. Les billets sont compris entre 5 et 20 euros. On en est où de la billetterie? Ça prend? On est aujourd'hui à peu près à 3500 tickets vendus. On a mis en place une opération pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'enfants des écoles de football du département et des accompagnateurs qui suivent. Donc voilà, on a vraiment envie de faire en sorte que ce soit une fête du foot avec quelques animations, des food trucks, une fanfare et des initiatives pour les enfants. L'idée, c'était vraiment, comme vous le dites, de ranimer un peu la flamme. C'est vrai qu'il y a une vraie volonté pour les gens de retrouver ce stade et de retrouver les joies de la Coupe de France avant tout. Alors, il est difficile de ne pas penser au Tours Football Club qui n'avait finalement pas pu organiser ce même événement, notamment pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, c'est un défi pour vous de faire mieux avec l'UFT? Je pense qu'il faut pas tout confondre et tout comparer. Évidemment, c'était un épisode triste et malheureux avant tout, parce que beaucoup de gens, dont moi, rêvions d'aller au stade ce soir-là. Donc voilà, on va essayer de faire mieux, évidemment. Surtout, on travaille avec les services de la ville, de la préfecture, de la police, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et puis voilà, la priorité, c'est évidemment de gagner sur le terrain. Et notre priorité à nous, c'est que le match se déroule dans de bonnes conditions. Donc la sécurité sera au rendez-vous? Elle sera au rendez-vous. Jusqu'à présent, oui, elle sera au rendez-vous. Est-ce que vous avez des besoins encore en termes de bénévoles? Écoutez, on a déjà de formidables bénévoles. On a une centaine de personnes qui travaillent autour de ce match, que ce soit les parents de licenciés, les bénévoles, évidemment les gens qui travaillent au club. Donc on essaye de se démultiplier, mais évidemment que le club aujourd'hui n'est pas forcément calibré pour accueillir un si gros match. Donc on a bon espoir d'avoir un maximum de monde, de bénévoles qui nous filent un coup de main, comme on dit. La météo sera plutôt bonne, ensoleillée, ce qui devrait attirer pas mal de monde. Donc c'est sympa de se dire qu'on peut peut-être attirer encore plus de monde dans l'aventure. Et puis, vous savez, bénévole, c'est aussi vivre l'événement de l'intérieur. Voilà, il y a différents sur les parkings, dans les buvettes, autour du terrain, animer les enfants, accompagner les familles. Donc c'est vraiment vivre l'événement d'une façon différente et c'est hyper intéressant. On a l'impression qu'il y a une envie de foot qui revient sur la métropole de Tours. Vous le sentez, vous? Il y a une espèce d'effervescence autour de l'UFT? Ouais, je pense que c'est, comme je le répète souvent, c'est une terre de foot. Il y a de formidables talents, de formidables éducateurs. Il y a des familles qui adorent le foot. Il y a un stade absolument mythique. Il y a eu le Football Club de Tours. Il y a eu le Tours Football Club. Il y a d'autres clubs qui travaillent très bien dans le département, sur les grands comme sur les plus petits. Donc c'est une terre de foot. Et voilà, on a l'occasion de pouvoir montrer tout le travail qui a été accompli depuis quelques mois. Ce n'est pas une fin en soi. C'est probablement une étape. On espère écrire encore une fois un bout de notre nouvelle histoire et de s'inspirer de ce qui a été fait par le passé. Je sais que le Football Club de Tours a fait 2 demi-finales. Je ne vais pas me lancer en disant qu'il faut faire mieux, mais c'est super inspirant. C'est évidemment tout ce que l'on souhaite à l'Union Foot de Touraine qui jouera donc contre Troyes ce dimanche 30 novembre. Ça sera à 16h à la Vallée du Cher. Sur votre Facebook, on retrouve toutes les infos pratiques et évidemment le lien vers la billetterie. Merci beaucoup Basile Riboud d'être venu nous parler de ce match que l'on va suivre avec attention. Merci et à dimanche. À dimanche avec plaisir, merci beaucoup. Hier soir, pas d'enfants à la rue 37 organisée une manifestation devant le Palais des Sports en marge de la rencontre entre le TVB et Tourcoing. Le collectif a dénoncé l'absence d'hébergement pour 44 enfants ce soir-là après avoir essuyé des refus du 115. Avec l'arrivée du froid, s'accrut le danger pour les familles sans domicile. Écoutez. On a eu depuis le début de la trêve hivernale, alors que du coup tout le monde devrait être à l'abri en trêve hivernale. 28 enfants à la rue, puis 31 la semaine dernière et 44 enfants cette semaine. Donc ce sont des chiffres qui augmentent exponentiellement malgré le froid de la semaine dernière, malgré le froid de cette semaine encore. Des enfants de 3 ans à 17 ans, dont certains sont en situation de handicap.
La mairie de Tours a pris en charge 4 chambres d'hôtel, mais c'est très loin d'être suffisant. Donc nous, ce qu'on demande, c'est la mise à disposition soit de chambres d'hôtel supplémentaires, soit d'un gymnase pour loger toutes ces personnes. Plus de 12 millions de Français vivent avec un handicap. Des personnes qui sont beaucoup plus touchées par le chômage. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap s'élève même à 12% contre 7% pour l'ensemble des actifs. Une différence qui tend à s'amenuiser d'année en année, mais relativement lentement. Or, des moyens existent pour améliorer leur employabilité et leurs conditions de travail. C'est justement la mission de Cap Emploi, établissement de l'ARPS, Association pour la rééducation professionnelle et sociale. Et selon eux, cela passe d'abord par la sensibilisation des employeurs. Voyez ce reportage, il est signé Faustine Luneau. Si au bout d'un moment, ça vous donne envie de vomir, ça vous gêne trop et tout, vous pouvez enlever. L'objectif, c'est de simuler un petit peu. Porter des lunettes imitant une déficience visuelle, des orthèses simulant des difficultés de mobilité ou encore un casque diminuant l'acuité auditive, c'est l'expérience à laquelle se livrent ces 3 managers en entreprise. L'objectif, passer 1h30 dans la peau d'une personne en situation de handicap physique. Un geste banal pour commencer, tenter d'ouvrir un fortune cookie et lire le mot à l'intérieur. Et tout à coup, ce n'est plus aussi simple que ça. Il y a une partie en anglais d'un côté, une partie en français de l'autre. Je ne suis pas capable de savoir ce qui est en anglais, ce qui est en français, parce que je vois pas. Je n'y arrive toujours pas et pourtant la loupe est importante. Nos 3 participants ont répondu à une annonce de Cap Emploi pour prendre part à cet atelier. Ils doivent réaliser des tâches que peuvent effectuer leurs collaborateurs en entreprise, du simple déplacement dans leur environnement à la mise en situation de travail administratif. Vous avez une feuille devant vous avec un stylo et on va vous demander d'écrire. Ça demande un peu plus de temps dans l'écriture et une position effectivement main droite et main gauche qui n'est pas du tout confortable. Une douleur au niveau de la nuque et du bas du dos. J'entends quand même quelqu'un qui parle, même si j'entends pas vraiment ce qu'elle dit, mais du coup pour moi c'est un parasite. Donc en fait c'est une série d'éléments qui s'additionnent les uns aux autres et qui rendent en fait une tâche qui était pourtant simple à la base, puisque avec la main ça va. Compliqué. On peut manquer de tolérance parfois parce qu'on ne se rend pas compte en fait de la difficulté permanente que ça peut amener. Car près de 80% des handicaps sont considérés comme invisibles en France, soit près de 10 millions de personnes concernées. Et toutes n'osent pas en parler à leur employeur. Pourtant, leur quotidien peut être amélioré grâce à des aménagements matériels et organisationnels. Chaque entreprise peut faire appel à un ergonome pour se faire conseiller. Et contrairement aux idées reçues, ces aménagements ne sont pas si coûteux pour les employeurs. Vous avez aussi des financements qui peuvent être sollicités quand les personnes sont reconnues travailleurs handicapés, font partie, sont des bénéficiaires de l'obligation de la loi. Et du coup, effectivement, là, on peut solliciter en fonction de leur structure, la GFIP ou le FIP, qui vont du coup prendre en charge le surcoût du type de matériel qui est spécifique. Selon la loi française, toute entreprise de plus de 20 salariés est dans l'obligation d'employer des travailleurs en situation de handicap dans une proportion de 6% de ses effectifs moyens annuels. Allez, un mouvement social à présent. L'ensemble des salariés du pôle enfance de l'hôpital Clocheville est entré en grève illimitée le 21 novembre dernier à l'appel de l'intersyndicale. En cause des congés non accordés ou encore des changements de planning à la dernière minute empiétant sur leur vie personnelle. Aujourd'hui, ils étaient une petite centaine à manifester devant l'hôpital pour réclamer plus d'agents, mais aussi des remplaçants fixes. Écoutez. Ils nous bouleversent nos plannings à tout moment, on est juste des pions, on bouge d'un service à un autre sans être formés, sans connaître les services. Donc nous, ça nous met dans une situation de stress. On pense hôpital, on vit hôpital, on ne peut pas faire de projet personnel, on ne peut pas faire de projet par rapport à nos vacances. Et tout ça crée en plus des conditions qui fait qu'on ne peut pas soigner comme on l'aimerait. Tout le monde en pâtit, les patients, les familles. Nous, on demande plus de personnel. On veut des remplaçants et des remplaçants fixes dans les services. On veut renforcer ces équipes de suppléance qui viennent quand il y a des arrêts maladie ponctuels dans les services. On veut que nos congés nous soient donnés et on arrête au chantage de si tu reviens, tu les as, si tu ne reviens pas, tu ne les as pas. Pour des raisons économiques, près de 7 Français sur 10 auraient recours à l'achat d'occasion ou de reconditionnés plutôt que de neuf. Pour y remédier, certaines entreprises proposent de remettre quasi à neuf machines à laver, fours et autres réfrigérateurs. C'est le cas notamment du réseau Envie. Arnaud Potier vous emmène à la découverte de l'antenne de Touraine. C'est à Saint-Pierre-des-Corps. C'est dans cet entrepôt que de nombreux appareils électroménagers arrivent pour connaître une seconde vie. Machines à laver, frigo ou encore lave-vaisselle, tous viennent d'un endroit différent.
Darty, boulanger. Voilà, il y a une couleur pour chaque point de collecte. Et puis là, ça, c'est des dons. Les appareils sont ensuite démontés, les pièces triées, puis stockées dans une réserve. Tous les 15 jours, on fait un tri, de façon à voir ce qui sert pas, ce qui sert plus, pour éviter d'entasser pour entasser. Car pour créer une nouvelle machine à laver reconditionnée, il en faut 3 usagers. Les stocks sont donc en permanence surveillés afin de répondre au mieux aux besoins de l'atelier. On collecte à peu près 1000 tonnes d'électroménager à l'année. C'est variable, collecte et dons, tout confondu. Et on reconditionne plus de 4000 appareils. Et pour reconditionner tous ces appareils, c'est une équipe de 11 travailleurs en réinsertion professionnelle. Car Envie Touraine, c'est avant tout une association à but social. Ici, les contrats durent 4 mois, mais peuvent être renouvelés jusqu'à 2 ans. L'occasion de former des techniciens et de donner une seconde chance à des personnes éloignées du monde du travail. On essaie de donner une chance à l'humain de repartir sur de bons pieds et on essaie de donner une seconde chance aux appareils que nous collectons, que nous reconditionnons et que nous garantissons 2 ans. Une garantie de 2 ans pour des produits à moindre coût, un cercle vertueux entre réinsertion, recyclage et accessibilité. Les amateurs de cinéma et de ruralité ont rendez-vous à Romorantin. Demain, le réalisateur Éric Leroc y présentera son nouveau film. Il s'appelle « Semer et récolter ». On y suit plusieurs agriculteurs dans leur quotidien. Des rencontres intimes qui mettent en valeur le travail des passionnés qui nous nourrissent. La séance se déroulera à 20h15 au Ciné Sologne. Elle sera accompagnée d'un débat en présence du réalisateur et d'agriculteurs. Écoutez. Mon point de vue de départ, c'était d'accompagner le quotidien de 3 familles d'éleveurs agriculteurs qui sont mes voisins dans le Perche. J'avais envie vraiment de les accompagner à hauteur d'humanité dans leur quotidien. Le seul point de vue, la seule gageure que je voulais amener moi en tant que réalisateur, c'était de les mettre dans un rapport assez esthétique au cinéma. Ça m'a vraiment nourri sur la compréhension de ce que sont les agriculteurs. C'est-à-dire ce sont des gens globalement très passionnés. Ça, c'est une évidence. Pour avoir une charge de travail aussi importante, si on n'est pas passionné, c'est compliqué. Ce sont des gens qui aiment leurs animaux. Et maintenant, l'heure de passer à notre rubrique « On vous répond ». Pour répondre à cette question, ce soir, vis cachés automobiles, que faire ? C'est Marc Morin, avocat au barreau de Tours, qui nous répond. Acheter une voiture d'occasion, c'est un peu comme un rendez-vous amoureux. Au début, tout brille, tout sent bon le neuf. Et puis parfois, quelques semaines plus tard, on découvre des surprises pas toujours agréables. Aujourd'hui, on parle de ces fameux vis cachés, pas des petits défauts de caractère, non, mais ceux de nos voitures. Bonsoir Marc Morin. Bonsoir Lucas. Merci à vous d'être venu. Je tiens à préciser que je remercie Aurélien pour ce magnifique lancement et il brille par son absence et par ce beau lancement. Maître Morin, quand on parle de vis cachés en automobile, d'abord, de quoi s'agit-il exactement ? Alors on va raisonner sur l'achat d'un véhicule d'occasion. Vous avez donc un certificat de vente et vous avez aussi un contrôle technique. Premier conseil, le contrôle technique doit avoir moins de 6 mois, mais il est important de vérifier le kilométrage qui est intervenu entre le contrôle technique et la vente du véhicule. Donc vous payez votre véhicule et vous avez un délai en fait de 2 ans pour contester si vous estimez que le véhicule est atteint d'un vice caché. Alors, par hypothèse, le vice caché n'est pas visible, c'est-à-dire que s'il y a une rayure sur le véhicule, il y a des éléments comme les pneus qui sont lisses, vous ne pouvez pas considérer qu'il y a un vice caché. Et le contrôleur technique, lui aussi, a un rôle, étant précisé qu'il ne fait aucun démontage. Il vérifie notamment les éléments de sécurité, ceinture de sécurité, il vérifie les freins. Donc, par hypothèse, c'est quelque chose qui n'était pas détectable au moment de la vente. Donc, c'est quelque chose d'important qui fait que le véhicule dysfonctionne ou qui fait que si vous aviez eu connaissance de ce vice, vous n'auriez pas acheté le véhicule. Imaginons qu'on achète une voiture, que 2 mois plus tard, le moteur rende l'âme. Comment est-ce qu'on peut prouver que ce défaut existait déjà au moment de l'achat ? Alors, vous avez donc 2 ans pour contester. Il est important de contester le plus tôt possible parce que si vous avez une panne mécanique 2 mois après l'achat, il est
assez probable qu'il y ait eu un vice caché. Donc, vous devez faire appel à un expert. Donc, si vous avez une protection juridique dans un premier temps, vous pouvez lui demander de missionner un expert qui examinera le véhicule et qui dira si la panne était en germe au moment de la vente. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir soit la résolution de la vente, soit le paiement des travaux, vous devez prouver que c'est antérieur à la vente. Quelles sont les options concrètement pour l'acheteur? Est-ce qu'il peut rendre la voiture et récupérer son argent, recevoir un dédommagement? Alors, il peut y avoir un processus amiable dans un premier temps. Vous pouvez saisir un conciliateur de justice. Sinon, vous saisissez la justice et vous demandez la désignation d'un expert judiciaire en automobile qui dira, au regard de l'examen, parfois il faut faire des démontages, si le véhicule était atteint d'un vice caché au moment de la vente. Une fois que vous avez ces conclusions, vous avez deux options. Soit vous demandez la résolution de la vente, c'est-à-dire vous restituez le véhicule et on vous rembourse le prix de vente, soit vous demandez le prix des travaux avec un dédommagement, un préjudice de jouissance si vous n'avez pas pu profiter de votre véhicule pendant plusieurs mois. Rapidement, en quelques mots pour terminer, votre conseil d'avocat, que devrait vérifier ou demander un acheteur pour éviter les mauvaises surprises et rouler l'esprit tranquille? Alors je serais tenté de dire, si vous achetez à un particulier, vérifiez qu'il soit bien solvable. Si vous achetez à un garagiste, regardez sur Papers ou Société.com quelle est l'ancienneté de la société. Parce que si c'est un vendeur de voitures d'occasion qui a 2 mois, il est possible qu'il mette la clé sous la porte. Et puis, faites un contrôle visuel, c'est-à-dire que vous regardez, par exemple, au niveau de la carrosserie, si tout est bien jointé, s'il n'y a pas eu d'accident. Oui, ça donne un indice déjà. Voilà. Et puis, vous pouvez vous faire accompagner d'un professionnel. Vous essayez le véhicule et vous pouvez détecter un certain nombre de choses. Voilà. Merci, Maître Marc Morin, avocat au barreau de Tours. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure notre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à partir de 17h50 pour une nouvelle édition de Val de Loire en direct. D'ici là, excellente soirée sur Val de Loire TV. Au revoir.